Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le retour surprise des intempéries. Des vagues de 6 mètres de haut ont frappé la Côte d'Azur. Il y a de gros dégâts matériels, notamment à Nice et à Cannes. À 6 semaines de l'été, il a neigé en plaine à Carcassonne dans le Tarn et au pied des Pyrénées. Un point le plus complet possible dans un instant. Nouvelle secousse sur les marchés financiers. La rumeur d'une défaillance de l'Espagne a fait plonger les bourses. José Luis Zapatero a dû démentir une demande d'aide au FMI. Pourquoi cet emballement? Explication dans un instant. Aux États-Unis, l'auteur présumé de l'attentat manqué de New York a été arrêté. Il s'agit d'un Américain d'origine pakistanaise. Il tentait d'embarquer pour Dubaï. Un fort soupçon de bavure à Chambéry. Un policier a été écroué après avoir violemment frappé un homme en état d'ivresse. La victime est entre la vie et la mort. Nous serons en direct sur place. Dans l'actualité également, l'homme qui renonce à 1 million d'euros, Louis Gallois, président de ADS, n'a pas souhaité toucher la part variable de son salaire car le groupe accuse des pertes. Enfin, un peu de clarté dans la jungle des prix du divorce. Aujourd'hui, les tarifs peuvent aller du simple au triple. Pour la première fois, un projet de loi va fixer un barème. C'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal. D'abord donc cet exceptionnel coup de mer sur le littoral de la Côte d'Azur. C'était tout à l'heure, en milieu d'après-midi. Toutes les installations de plage ont été emportées par des vagues de 6 mètres de haut. À certains endroits, les routes sont complètement coupées. Les premières images avec Karine Komadzi. Cannes, cet après-midi à 16 h. Une chance qu'aucun ouvrier n'ait été blessé, eux qui s'affairaient à préparer la terrasse pour le festival de cinéma. Et tout le long de la côte, le même scénario. En une demi-heure à peine, des vagues de 4 à 6 mètres submergent le front de mer et s'invitent jusqu'à l'intérieur des établissements. Cette saison, c'est assez exceptionnel qu'on ait un coup de mer de cette violence. Ça arrive de temps en temps en hiver. Le dernier, il a eu il y a 2 mois, mais les vagues étaient un peu moins grosses. On appelle ça le coup de l'Abéchade ici. À Nice, la promenade des Anglais a été fermée d'urgence pour éviter que les curieux soient emportés. L'alerte jaune parlait d'un coup de mer, mais pas de cette violence. Il n'y a pas beaucoup de vent et par contre la houle est très forte. Mais la houle, c'est un phénomène difficilement prévisible, en tout cas dans son intensité. C'est fonction des courants, c'est fonction de la pression atmosphérique. Toute la Côte d'Azur a été balayée comme ici à Juan-les-Pins. Les dégâts matériels sont considérables. Sur la promenade des Anglais où la mer est montée de 3 mètres, la totalité des installations de plage a été emportée. Le maire de Nice et celui de Cannes demandent dès ce soir que leur commune soit classée en zone de catastrophe naturelle. Bonsoir David Sandona, vous êtes en direct à Nice. Quelle est la situation ce soir? Apparemment, personne ne s'attendait à une tempête de cette ampleur. Non, absolument. Des badauds sont arrivés aux alentours des 16 h pour voir ces vagues de 4 à 5 mètres qui arrivaient ici derrière moi sur la promenade des Anglais. Et ensuite, les policiers ont dû demander à tout le monde de reculer car les vagues étaient bien plus importantes que prévu. Du coup, en effet, c'est la stupeur. Nous sommes à cette période de l'année, bien évidemment, en début de saison estivale avec de nombreux touristes sur les plages, les restaurants qui fonctionnent déjà à plein. Et là, tout le monde a été pris de court. Les restaurants ont été détruits. Tout le monde était stupéfait par cette situation qui met, bien évidemment, les commerçants, les restaurateurs dans l'embarras alors que la saison estivale doit normalement débuter dans quelques jours à Cannes pour le festival et ici à Nice tout de suite après. David Sandona à Nice, merci pour ces précisions. Le vent qui a soufflé sur tout le littoral de la Méditerranée et aussi à l'intérieur des terres. Images de Montpellier et de Perpignan, nous allons les découvrir où les aéroports sont restés fermés plusieurs heures. De très nombreux vols ont été annulés. Un automobiliste a aussi été sérieusement blessé par la chute d'une branche à Narbonne. Ailleurs, je vous le disais, c'est la neige qui a fait son retour surprise, de la neige dans la Loire, l'Ardèche, le Tarn, le Cantal. Les flocons sont même tombés en plaine. Nos envoyés spéciaux Muriel Lassaga et Olivier Combe étaient eux dans les Pyrénées. Voici leur reportage. Soudainement, à 600 mètres d'altitude, la campagne est devenue blanche, la route a disparu, plus un bruit. C'était tout comme en hiver, c'était aujourd'hui en Ariège, du côté d'Aulus-les-Bains. Ça fait 15 ans que j'habite au Luce. Je ne me rappelle pas avoir vu de la neige aussi tard, surtout aussi bas. Après, en altitude, 1000 mètres, 1200 mètres, ça peut arriver, mais aussi bas, ça fait longtemps. Pourtant, de la neige en mai, il y en a déjà eu, mais pas toujours autant. Cette fois-ci, jusqu'à 30 cm. De quoi surprendre quelques touristes venus respirer l'air pur de la montagne au printemps. L'année dernière, on a eu un mois de mai fabuleux, même trop chaud. Et puis cette année, on a la neige, et ben ma foi, ça change.
Une neige très lourde que les arbres et les câbles électriques ont du mal à supporter. Du coup, en Midi-Pyrénées, près de 30 000 foyers ont été privés d'électricité. Les curistes d'Aulus-les-Bains aussi. Drôle de cure. Sinécure, mon enfant, sinécure. Mais tant qu'on aura du bois, on pourra vivre normalement. 28 degrés mercredi dernier à Aulus-les-Bains et aujourd'hui 0. Et selon Météo France, les précipitations neigeuses sont attendues jusqu'à demain après-midi, mais en moindre quantité. Le réchauffement, lui, est prévu d'ici 2 à 3 jours. Pour en savoir plus, Laurent Romeshko nous a rejoint. Bonsoir Laurent, que se passe-t-il dans le ciel de France ? Eh bien David, c'est de l'air froid du pôle Nord qui est arrivé tout droit sur la France en longeant les fjords norvégiens, en passant sur la mer du Nord qui a fait chuter les températures. En quelques jours à peine, nous sommes passés de températures dignes d'un mois d'août à celles d'un mois de février. Mardi dernier, précisément à Toulouse, il faisait 29 degrés, cet après-midi 4 degrés seulement. Carcassonne, 26 degrés la semaine dernière et à peine 1 degré cet après-midi. Avec de la neige, moins 25 degrés, la chute des températures a été vertigineuse. Un mot de ce très gros coup de vent sur la Côte d'Azur, apparemment il a surpris tout le monde. Alors on craignait cette houle, c'est souvent le cas lorsque les vents d'Est soufflent fort, ils ont soufflé fort jusqu'à 100 km à l'heure. Ça devrait mollir un petit peu durant la nuit et surtout à partir de demain après-midi. Quant aux températures, le temps va rester frais, ça remontera très lentement à partir de demain, plus franchement jeudi. Et puis dimanche, nous devrions retrouver des températures dites de saison. Merci Laurent, et ces intempéries ont touché une bonne partie de l'Europe et notamment l'Espagne. Image ici, nous allons les découvrir des Asturies et de Madrid. Là aussi, il y a eu des coupures d'électricité, des chutes d'arbres sur le poids de la neige. Nous reviendrons à la fin de ce journal sur le mauvais temps pour faire notamment un dernier point sur les dégâts sur la Côte d'Azur. Autre actualité de cette journée, c'est encore d'une tempête qu'il s'agit, mais cette fois financière. Décidément, la confiance ne revient pas en Europe. La rumeur d'une défaillance de l'Espagne a fait plonger les bourses. Romain Messi, Tristan Lebras. L'Europe a sauvé la Grèce, mais elle n'a pas rassuré les marchés financiers. Ce soir, à Londres, Francfort, Paris, Milan ou Madrid, toutes les places boursières replongent et perdent entre 2,5 et 5,5%. En arrière-plan, la peur de voir l'Espagne connaître à son tour une crise de la dette et en appeler à l'aide financière internationale. De Bruxelles, où il se trouvait aujourd'hui, José Luis Zapatero a solennellement démenti cette information. Aucun risque de contagion grecque selon lui. L'Espagne ne demandera pas d'argent. J'ai entendu parler de cette rumeur et je ne lui accorde aucun crédit. C'est une absurdité énorme. Une rumeur qui, après l'incendie grec, suffit pourtant à enflammer une nouvelle fois les marchés. Cet effet domino, il serait dévastateur. Dévastateur parce que la faillite d'un pays comme la Grèce, ou les difficultés de la Grèce, peut être assumée par l'euro. Si c'était par exemple l'Espagne, c'est absolument une taille qui ne serait pas du tout acceptable. Mise sous pression, l'Espagne affiche aujourd'hui une santé précaire, avec un déficit à 11% du PIB et surtout un chômage à plus de 20%. Fin janvier, le gouvernement a dû se résoudre à annoncer un plan d'austérité pour économiser 50 milliards d'euros. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes en direct à Bruxelles. Pourquoi cette nervosité, pourquoi cet emballement ? Eh bien, ce qui se passe, David, c'est que les marchés financiers n'accordent plus aucun crédit à la parole des dirigeants européens. Alors, c'est vrai que l'Europe a été divisée, c'est vrai que l'Europe a beaucoup traîné pour aider la Grèce. Le plan, pourtant sans précédent, qui a été annoncé ici à Bruxelles il y a 48 heures, est arrivé du coup, on va dire, avec presque un mois de retard. Alors maintenant, plus les dirigeants européens se veulent rassurants, plus au contraire, ils ont tendance à inquiéter les marchés. On est donc, vous l'avez dit, dans un processus qui est totalement irrationnel, un processus qu'on connaissait bien pour les entreprises, mais là qui touche, c'est nouveau, c'est une première, qui touche les États, qui touche les nations. Alors ce soir, l'Espagne et le Portugal ne sont pas dans la situation de la Grèce, mais si les marchés financiers continuent à le croire, eh bien, ils pourraient l'être. François Baudonnet à Bruxelles. Merci François. Et pendant ce temps, les syndicats grecs ont engagé l'épreuve de force contre le plan d'austérité, avec notamment ce coup d'éclat du Parti communiste qui a investi l'Acropole et déployé cette banderole pour dénoncer ce plan d'économie. Cette première journée était celle des fonctionnaires. Elle n'a pas fait le plein. 4000 personnes ont manifesté. Mais c'est demain, à la grande journée, les syndicats appellent à la grève générale.
L'économie encore, on parle souvent, et on l'a fait ici même, des rémunérations mirifiques de certains grands patrons. Eh bien voici un geste qui ne passe pas inaperçu. Louis Gallois, président de ADS, a renoncé à toucher plus d'1 million d'euros de bonus, car le groupe accuse des pertes. Julien Dupéret et Christophe Vignal. Un patron qui porte fièrement la casquette de son groupe. À l'époque, c'était celle de la SNCF, aujourd'hui celle de ADS. Louis Gallois se plaît dans son image de dirigeant vertueux et il la cultive en renonçant à plus d'1 million d'euros son salaire variable. Pour 2009, il touchera uniquement son salaire fixe de 900 000 euros. En comparaison, son homologue chez Boeing gagne lui plus de 14 millions. Alors, les difficultés économiques et les scandales auraient-ils fait entendre raison aux grands patrons? Oui, en partie. Nous avons vu en 2008 et nous verrons en 2009 une certaine réserve. Et notamment, les rémunérations des 40 premiers patrons vont se retrouver en dessous de la barre fatidique des 4 millions d'euros. Un effort, mais l'immense majorité des patrons du CAC 40 reste généreusement payés, notamment grâce à ces salaires supplémentaires. En 2009, dans le grand jeu des rémunérations variables, chez LVMH, Bernard Arnault touche plus de 2 millions d'euros. Pour le patron de Carrefour, c'est 1 700 000 en plus de son salaire fixe, juste au-dessus du patron de PPR, M. Pinault. En fait, les patrons qui renoncent à leur salaire variable le font souvent sous la pression. C'est le cas des dirigeants de PSA et de Renault. Impossible pour eux de toucher des bonus quand leur entreprise est soutenue à coups de milliards par l'État. La pression, sûrement pas étrangère non plus au choix de Louis Gallois. EADS perd des millions avec les difficultés de l'avion militaire A400M et les négociations salariales sont tendues avec le personnel d'Airbus. Le geste de leur patron pourrait les apaiser. Une information maintenant qui va intéresser près de 4 couples sur 10. Le gouvernement travaille sur une loi qui vise à fixer un prix minimum, un prix maximum pour les divorces. Aujourd'hui, les tarifs peuvent aller du simple au triple. Le texte devrait fixer un barème de référence. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Florence Griffon, Mathieu Drejoux. Un mariage, tout le monde le sait, cela peut coûter cher. Mais à combien revient un divorce ? Emmanuel Valette, lui, a voulu payer le minimum. Son divorce était très simple, pas d'enfants, pas de biens à partager et un consentement mutuel. Alors il a lancé une sorte d'appel d'offres sur Internet. La plus intéressante qui m'a été proposée par un avocat, le tarif le plus bas, c'était 500 €. C'est certainement très bien payé pour le travail que je lui demandais. Autre divorcé, autre tarif. Lui a payé 4 500 € de frais d'avocat, une somme à laquelle il ne s'attendait pas du tout. C'était effectivement douloureuse au sens propre que d'avoir 4 500 € de prix à payer pour un divorce par consentement mutuel avec un avocat commun et avec un accord qui globalement était fait. On entend dire que la porte est ouverte, qu'on peut téléphoner à tout moment, on a l'impression de chaleur humaine. Et en fait, on a affaire à un tiroir-caisse très efficace. Dans son cas, chaque coup de fil, photocopie ou conseil a été facturé. En règle générale, un divorce coûte entre 600 et 2 000 €. Pour éviter les mauvaises surprises, le gouvernement veut fixer un tarif général. C'est un tarif de référence. L'avocat peut, en fonction de la situation, déroger à ce tarif de référence, mais il devra en discuter avec son client au début de la mission. Et il y a un vrai dialogue qui va s'instaurer entre le client et l'avocat. Ce tarif de référence ne s'appliquera qu'en cas de consentement mutuel et lorsque le couple n'a pas d'enfants mineurs. En 2009, cela représente 32 600 séparations, soit 25% du nombre de divorces en France. Pour cette avocate, l'idée d'un tarif de référence est dangereuse. Tous les couples vont vouloir payer le prix minimum, quelle que soit la complexité de leur dossier. C'est un dossier de consentement mutuel et ça aussi c'est un dossier de consentement mutuel, vous voyez. Ça c'est 2 ans de travail. Ça va être très très difficile pour l'avocat d'aller faire comprendre à son justiciable, le client, que pour lui ça ne va pas être ce tarif-là parce que justement c'est plus compliqué, parce qu'il va avoir tendance à nous dire mais pas du tout, c'est pas du tout compliqué. Aucun prix n'a pour l'instant été fixé, mais selon certaines estimations, le tarif pourrait être de 800 € par personne en province et de 1 000 € à Paris. À l'étranger, l'auteur présumé de l'attentat manqué de New York a été arrêté. Il s'agit d'un Américain d'origine pakistanaise, interpellation rocambolesque puisque l'homme était déjà dans l'avion qui devait l'emmener à Dubaï. La police l'a intercepté in extremis. Bonsoir Stéphane Breitner, vous êtes en direct devant le tribunal fédéral à New York. Quel est le profil de cet homme ?
Eh bien, Faisal Shahzad a reconnu son implication et tout à l'heure, devant les enquêteurs, il a prononcé une parole. J'ai agi seul, a-t-il dit. Cela ne les a pas totalement convaincus et c'est la raison pour laquelle ils cherchent d'éventuelles implications, d'éventuelles complicités, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Voici donc un homme de 30 ans à l'allure juvénile, un Américain puisqu'il a été naturalisé il y a un peu plus d'un an et qui vivait depuis de nombreuses années aux États-Unis, dans le Connecticut très précisément, et c'est là que les enquêteurs fouillent sa maison de fond en comble depuis le début de la nuit. Mais c'est également un homme qui a beaucoup voyagé. Il a effectué dernièrement un voyage de 5 mois au Pakistan, à Peshawar, la zone de recrutement des talibans. Et c'est la raison pour laquelle ces mêmes enquêteurs se demandent s'ils n'avaient pas des liens avec Al-Qaïda. Pour l'instant, ils n'en ont trouvé aucun. Stéphane Breitner à New York. Merci Stéphane. À l'étranger encore, le regain d'activité du volcan d'Islande. Et oui, un nouveau nuage de cendres s'est élevé dans le ciel. Nuage impressionnant qui a entraîné la fermeture temporaire de l'espace aérien en Irlande, ainsi que dans certaines parties de l'Écosse. Environ 150 vols ont dû être annulés. Le trafic a repris normalement à 14 h. Et voici, à ce propos, une innovation qui pourrait permettre de prévoir ou de surveiller ces phénomènes naturels, éruptions, tempêtes, mais aussi beaucoup d'autres. Il s'agit des drones. Ils étaient jusque-là réservés aux armées. À Mérignac, près de Bordeaux, le premier centre de production et d'essai de drones civils vient d'ouvrir ses portes. Reportage David Bazier, Philippe Dumail. Ces images ont été tournées par un drone, un avion sans pilote dont la caméra embarquée guide le chantier de cette entreprise de travaux acrobatiques. Il faudrait s'approcher au plus près du Jésus et avoir sous toute face, sous tous côtés. Inventé pour les militaires, le drone fait son entrée dans le civil. Comment nos clients peuvent voir notre chantier puisqu'on n'a pas d'échafaudage. Et pour moi, là, la solution du drone, c'est j'emmène mon client en visite de chantier, une télévisite de chantier. Cabré, piqué, virage droite, virage gauche. Voici le vol d'essai d'un des tout premiers drones civils qui sera commercialisé en France. Capable d'emporter des caméras, des capteurs chimiques. Programmé à l'avance, le vol est entièrement automatique. Les clients potentiels sont l'industrie, les pompiers, la police. Le but c'est d'avoir dans sa voiture, de pouvoir le lancer assez facilement. Les entreprises qui fabriquent des drones civils sont encore de petites start-up. Beaucoup sont situées dans la région bordelaise. Les engins ressemblent à des jouets d'aéromodélisme. La différence est dans l'intelligence artificielle. Tout est rentré à bord en fait dans l'électronique, dans le programme. Là on lui a demandé de garder ce point-là, donc il garde ce point-là. Je peux l'embêter. Il revient. 60 km/h de vent, donc on arrive encore à faire des missions avec un résultat intéressant. Un essai en soufflerie. Nous sommes à Toulouse dans l'un des plus gros laboratoires de recherche. Ces images montrent des prototypes qui semblent donner des idées aux gendarmes. Demain, les drones auront de multiples applications. Gestion de crise après incendie ou après inondation, inspection d'ouvrages d'art, surveillance du trafic routier, du trafic maritime, des dégazages pirates. Dans un futur plus lointain, les micro-drones à ailes battantes. Les projets existent. Inspirés du vol des insectes, agiles comme eux, discrets, capables de vous filmer partout, sans être vus. Dans l'actualité en France également, ce fort soupçon de bavure à Chambéry. Un policier a été écroué après avoir violemment frappé à coups de matraque un homme en état d'ivresse. La victime est ce soir entre la vie et la mort. Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. Toute la scène a été filmée par ces caméras de vidéosurveillance. Sur les images, on voit l'un des 4 policiers de la BAC porter des coups de matraque, une dizaine, sur un homme en état d'ébriété. L'homme tombe et perd connaissance. Il est depuis dans le coma, entre la vie et la mort. Le policier, dans un premier temps, a nié les faits, mais devant l'évidence, puisqu'il y avait une bande vidéo, il les a reconnus. Ce qui a impliqué, d'une part, qu'il soit suspendu administrativement et qu'il soit présenté au juge d'instruction, puis qu'il soit incarcéré. Les policiers avaient été appelés pour un problème de rixe. La victime fait partie, comme sa compagne, du milieu des marginaux de Chambéry. La nuit des faits, il avait 3,5 g d'alcool dans le sang. Mais selon son entourage, ce n'est pas un homme violent. Ils ont fait une bourde. Ils ont tué pratiquement mon mari. C'est une bavure. C'est une grosse bavure. Il faut que justice soit faite et qu'elle soit bien faite.
Parce que ça aurait été un cadre commercial, on ne serait pas intervenu de la même façon. Le policier a été mis en examen pour violence volontaire avec arme. Circonstance aggravante, selon la justice, la victime en état d'ébriété était vulnérable. Aujourd'hui, je crois que nos collègues réfléchiront à 2 fois avant d'intervenir, en sachant que personne, je peux vous le garantir, aucun policier de ce pays ne prend plaisir à frapper quelqu'un. C'est l'enquête de l'IGPN, la police des polices, qui a conduit à l'interpellation du policier. Ce soir, le pronostic vital de la victime est toujours réservé. Bonsoir Denis Sébastien, on vous retrouve en direct sur place. Alors précisément, que sait-on de ce policier? Est-ce qu'il a livré une explication? Oui David, un homme sérieux, posé, presque exemplaire, c'est en tout cas la description qu'en font ses collègues. Ce policier est âgé de 39 ans, il est bien noté, il venait même de réussir un examen pour monter en grade. Alors on est loin de la violence de la scène décrite par le procureur sur la vidéosurveillance. Le policier frappe une première série de coups, puis rattrape la victime pour la frapper à nouveau. Qu'est-ce qui a pu justifier un tel déchaînement, un tel acharnement ? Peut-être un élément de réponse ce soir avec une information donnée par la mère de la victime. Selon elle, son fils avait déjà eu affaire à ce policier. Y a-t-il un contentieux entre les deux hommes? C'est entre autres ce que devra déterminer l'enquête qui va s'attacher à éclaircir les circonstances et les faits. Denis Sébastien Chambéry, merci Denis pour ces précisions. Justice encore, avec les suites de l'affaire, la fameuse affaire des frégates de Taïwan, ce contrat d'armement qui avait donné lieu au versement de lourdes commissions il y a près de 20 ans. Eh bien, après des années et des années de procédure, un tribunal arbitral a condamné l'entreprise Thales et l'État français à verser une amende de près d'1 milliard de dollars. Amaury Guibert, Lorraine Christophe-Lour, explication. 2,5 milliards d'euros, contrat hors norme que celui de la vente de 6 frégates françaises à Taïwan. C'était en 1991 et pour décrocher ce marché, des pots de vin ont été versés à des intermédiaires. Une pratique interdite par une clause du contrat, c'est pour cela que la France est condamnée à une lourde amende. L'entreprise Thales qui a signé la transaction en paiera une partie, mais l'essentiel revient à l'État. La facture approche les 545 millions d'euros à verser à Taïwan. C'est colossal, c'est énorme, mais je pense qu'il y aura peut-être quelques moyens de récupérer des sommes qui sont actuellement consignées dans les banques, notamment dans des banques suisses. Des centaines de millions d'euros de pots de vin sont en effet bloqués dans des banques suisses. La France a dû verser des commissions, mais elle a toujours maintenu le secret défense sur le contrat des frégates, au nom des intérêts supérieurs du pays. L'État a préféré garder le secret, quitte à faire payer une nouvelle fois le contribuable, plutôt que d'ouvrir le dossier et de mettre les uns et les autres devant leurs responsabilités et éviter ainsi une condamnation. Donc moi je demande au gouvernement de ne pas payer. Et d'autres ennuis pourraient venir du Pakistan à qui la France a vendu 3 sous-marins en 1994. Des soupçons de corruption planent sur ce contrat. L'État risque donc là aussi de payer une lourde amende. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, le gouvernement a-t-il reculé en matière d'environnement? Le projet de loi Grenelle 2 est discuté depuis ce matin à l'Assemblée. On fera le bilan point par point. Les alicaments dans le collimateur, les aliments qui prétendent présenter des vertus pour la santé devront en faire la preuve. Bruxelles durcit la réglementation. La nouvelle doyenne de l'humanité est française, Eugénie Blanchard a 114 ans. Elle vit à Saint-Barthélemy. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur les conséquences de la tempête sur la Côte d'Azur. D'abord donc, que reste-t-il du Grenelle de l'environnement? La deuxième étape est examinée depuis ce matin par les députés. Et l'union sacrée n'est plus qu'un souvenir, car entre-temps le climat général a changé, les priorités aussi. Pour bien s'y retrouver, voici très précisément le contenu du texte. Gilles Marinez, Idenberkus. Près de l'Assemblée nationale, cet après-midi, des écologistes qui accusent le projet de loi Grenelle 2 de renier certains engagements du gouvernement. Ainsi, la taxe carbone est à l'arrêt, voulue par le président de la République, rejetée par le Conseil constitutionnel, puis abandonnée. L'opposition ne décolère pas. Bref, il y a toute une série de dispositions dans ce texte, le Grenelle 2, qui sont des dispositions de trahison du Grenelle. Donc vous apprêtez à faire quoi? On s'apprête à essayer de convaincre, on va avoir un peu de mal. Vent contraire également sur l'éolien. 2 articles de loi menacent le développement de la filière. L'un classe les éoliennes en site industriel, l'autre limite les zones d'implantation. C'est la mort de l'éolien et à ce moment-là, la France ne pourra pas même satisfaire ses engagements internationaux, puisqu'en principe en 2020, on doit faire 23% d'électricité renouvelable. On ne pourra pas le faire avec l'article 34 de la loi Grenelle 2 aujourd'hui.
D'autres articles de loi passent au vert. Le bâtiment, 100 000 éco-prêts déjà signés pour améliorer l'isolation thermique chez les particuliers. Rénovation également des bâtiments publics. La preuve pour la majorité que le Grenelle tient ses promesses. Les investissements sont systématiquement en haute qualité environnementale, on réfléchit aux circulations douces, sur les consommations d'énergie on fait des audits permanents, enfin vraiment les temps sont en train de changer et le Grenelle de l'environnement depuis 3 ans a créé une dynamique fantastique. Feu vert également pour la biodiversité, le territoire sera réaménagé pour permettre la circulation et la préservation des espèces animales. Le combat autour des 250 articles de loi et des 1600 amendements aura lieu, lui, à l'Assemblée nationale jusqu'à vendredi. La santé, depuis quelques années, vous l'avez sûrement constaté, une nouvelle catégorie de produits alimentaires a fait son apparition, les alicaments, des aliments qui sont censés avoir des vertus médicales. Encore faut-il le prouver. Cette présentation est-elle abusive? En tout cas, Bruxelles vient de durcir la réglementation. Sophie Rodier, Alexis Jacquet. Au milieu des produits frais, le dernier né de chez Danone. Nous le filmons en caméra cachée car il est encore en test, uniquement à Brive-la-Gaillarde. Plus qu'un yaourt, c'est un alicament, contraction d'aliments et de médicaments. Celui-là est destiné spécifiquement aux personnes âgées et aux femmes. Garder des os solides, c'est marqué. Il manque de calcium, alors je pense que ça doit être un truc super... Enfin bon, c'est l'étiquette qui le dit, hein, c'est pas moi. Bons de réduction, tests en magasin et même une campagne dans les cabinets médicaux de la ville. Ce rhumatologue a laissé gratuitement l'industriel disposer des prospectus vantant ce nouveau yaourt dans sa salle d'attente. C'est pas de la publicité du tout. Hein, non. C'est juste pour informer les patients, pour les... Je crois. J'ai pensé que c'était une nouveauté, on avait un devoir d'information et c'est à ce titre qu'ils seront dans ma salle d'attente. Mais l'information, elle est critique. Je dis que le calcium ne suffit pas. C'est fin, c'est fondant. Associer médicaments et nourriture, c'est une stratégie à la mode. Danone, Yoplait, Lactalis, de nombreux industriels s'y mettent. C'est scientifiquement prouvé. Actimel participe à renforcer les défenses naturelles de votre organisme et recommandé par l'Union française pour la santé. Ces promesses-là ne sont pas forcément des mensonges, mais ce sont les hommes du marketing qui les ont inventées, pas les médecins, et tout l'enjeu est là. Et les industriels ont tendance à multiplier ces allégations en se disant les consommateurs seront sans doute découragés d'aller voir si tout ça est vrai, et c'est bien sûr ce qui fonctionne finalement. Champion toute catégorie des allégations santé, le lait fermenté en petites fioles, censé renforcer les défenses immunitaires. Et certaines marques n'hésitent pas à s'associer aux grands noms de la recherche, comme ici en 2008 avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur a donné finalement sa caution scientifique en acceptant que son nom soit associé à ce type d'aliment, sans avoir, lui, émis une expertise. Et s'est prêté à une opération de marketing, et on trompe l'opinion avec ce type d'opération. Jusqu'à présent, les industriels pouvaient communiquer comme ils l'entendaient. Désormais, l'Europe impose une étude scientifique avant la mise sur le marché du produit, et là, ça se complique. Sur les 439 dossiers d'allégations santé qui ont été déposés par les professionnels, eh bien, seulement 9 ont été validés. Ça veut dire que les 430 restants qui ont été retoqués, eh bien, c'est qu'ils étaient soit scientifiquement infondés ou parce que les produits étaient mal caractérisés. Certains géants de l'alimentation ont donc préféré retirer leur dossier en attendant de connaître les critères précis d'agrément et de soumettre ou non leurs produits au jugement européen. La nouvelle doyenne du monde est française. Elle succède à une japonaise décédée une semaine avant son 115e anniversaire. Eugénie Blanchard est née au 19e siècle. Elle vient de fêter ses 114 ans. Elle est entrée dans les ordres dans sa jeunesse. Elle est guadeloupéenne et vit aujourd'hui à l'hôpital de Gustavia sur son île natale de Saint-Barthélemy. On écoute son neveu sur l'un de ses petits plaisirs. C'est un rituel, tous les ans pour son anniversaire, elle a l'habitude de boire sa petite coupe de champagne et on a l'impression qu'elle s'y habitue bien puisqu'elle l'apprécie et elle veut surtout ne pas en perdre une goutte. Voilà, longue vie encore à Eugénie Blanchard. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez certainement déjà vu l'une de ses œuvres. Des sculptures de Dwayne Hanson sont exposées au Parc de la Villette à Paris. Des personnages grandeur nature et confondant de réalité. Ils sont faits de fibres de verre et de vinyle. On appelle cela l'hyperréalisme. Aurélia Brault, Marie Cros.
Il y a d'abord cette impression de ne plus bien savoir qui est qui. Personnage ou visiteur. Statue de l'artiste américain Dwayne Hanson. La peau on dirait pas que c'est du plastique. Non, par contre, ou vrai vigile. Les gens, ils s'approchent, ils vous regardent de près. Tout à fait, des fois, ils me touchent. Et après, je leur dis non, je suis pas une statue. Des sculptures hyper réalistes, moulées à partir de vraies personnes dotées de vrais cheveux et travaillées dans les moindres détails. Au-delà de la seule ressemblance, Dwayne Hanson y a gravé comme une photographie de l'âme. L'artiste décrit l'envers du rêve américain et la solitude qui en découle partout, même dans le couple. On peut voir, d'après la petite distance qu'il y a entre eux, que peut-être là aussi, le rêve américain a tellement rongé les individus, tellement forgé des solitudes, qu'elle s'est installée, cette solitude, à l'intérieur d'une vie de couple. Ces œuvres datent de la dernière partie de la vie de l'artiste, entre les années 70 et 90. Toutes reflètent le même abattement. Surtout fatigué, ouais. Ça m'évoque absolument l'Amérique. Des gens pas très évolués intellectuellement, quoi. Mais bon, je suis méchante, hein. La confrontation avec ces drôles de semblables amuse, autant qu'elle interroge. Avec ses œuvres déroutantes, Dwayne Hanson nous donne peut-être aussi l'occasion de réfléchir à nos propres vides, nos désillusions et notre immobilisme. Avant de refermer ce journal, on revient sur l'une des principales informations de cette journée. Ce coup de mer sur la Côte d'Azur, des vagues de 6 mètres de haut entre Menton et Saint-Tropez et de gros dégâts. Dernières informations avec Karine Comazzi. Cannes cet après-midi. Une chance qu'aucun ouvrier n'ait été blessé, eux qui s'affairaient à préparer la terrasse pour le festival de cinéma. Tout le long de la côte, le même scénario. En une demi-heure à peine, des vagues de 4 à 6 mètres submergent le front de mer et s'invitent jusqu'à l'intérieur des établissements. C'est assez exceptionnel qu'on ait un coup de mer de cette violence. Ça arrive de temps en temps en hiver. Le dernier, il a eu il y a 2 mois, mais les vagues étaient un peu moins grosses. On appelle ça le coup de l'Abéchade ici. Seule une personne s'est fracturé la jambe, mais pour éviter d'autres accidents, à Nice par exemple, la fameuse promenade des Anglais est interdite d'accès. L'alerte jaune parlait d'un coup de mer, mais pas de cette violence. L'ensemble des installations des plagistes a été totalement détruite. C'est une houle très forte qui continue, mais l'ensemble des installations, tout ce qu'il y avait, les parasols, les chaises longues, etc., ont bien sûr été emportés par la mer. Toute la Côte d'Azur a été balayée, de Juan-les-Pins à Nice, où la mer est montée jusqu'à 6 mètres. Dès ce soir, les maires de Nice et de Cannes demandent l'état de catastrophe naturelle pour redonner au plus vite son aspect habituel à la côte, et notamment à la Croisette, à 8 jours de l'ouverture du festival. Et on vous retrouve en direct, David Sandona. Rebonsoir pour un tout dernier point. Est-ce qu'il y a encore des vagues? Est-ce que l'avenue du bord de mer, est-ce que la promenade des Anglais est toujours fermée? Elle restera fermée jusqu'au moins demain matin à cause des vagues qui devraient continuer à venir s'échouer ici sur la célèbre plage niçoise jusqu'à minuit. Sachez que le vent s'est relevé un petit peu depuis 20 h. On attend de nouvelles vagues, peut-être moins importantes que cet après-midi, mais attention, la plus grande prudence est demandée à tous ceux qui doivent en voiture ou à pied emprunter les routes du bord de mer de Cannes à Nice. Voilà, merci David Sandona. De gros dégâts, mais pas de victimes. C'est une chance lorsque l'on découvre les images qu'on a vues pendant ce journal. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, qui nous annonce que l'automne va continuer en ce mois de mai. 20h35 au cœur de la gendarmerie. Émission spéciale animée par Michel Drucker. À 22h55, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro des Infiltrés. Ce soir, enquête sur les nouvelles mafias de la prostitution. Qui sont ces femmes venues par centaines d'Europe de l'Est? Qui contrôle ces réseaux? C'est ce que révèle ce document. Très bonne soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.